Bonjour à tous, je me nomme Kouadio Bertin. Je suis ivoirien d'origine et réside en Suède depuis plus de 13 ans. Je suis par ailleurs président de l'ONG Protect Children and the Global Youth, une organisation de défense et de protection des droits des enfants et jeunes du monde entier. Nous veillons à tout ce qui touche aux valeurs fondamentales, à savoir l'égalité devant la justice, la non-discrimination, le respect des opinions des enfants, etc. Je fais cette vidéo ce jour-ci pour briser la loi de l'Omerta et dénoncer le système social suédois. Un système social dévoyé par certains de ces animateurs véreux qui violent constamment le droit des immigrés lors du retrait de leurs enfants afin de les confier aux familles dites d'accueil. Ces hommes et femmes sans foi ni loi ont basé leur stratégie sur le mensonge, la ruse, la manipulation et puis les caisses de l'État à hauteur de plusieurs millions de couronnes suédoises au détriment des enfants retirés. C'est pourquoi je souhaiterais que cette vidéo soit largement partagée afin que l'opinion nationale et internationale soit informée de ce drame. En effet, chaque année, 26 000 à 30 000 enfants sont retirés à leur famille biologique suite à de nombreux rapports mensongers et incongrus rédigés par ces agents véreux, lesquels rapports sont juridiquement habillés par des juges appartenant à ce système, juste pour se donner une bonne conscience. Mieux, ce réseau a des ramifications qui s'étendent jusqu'au bureau du greffe, la Cour européenne des droits de l'homme. Je trouve cela scandaleux. J'ai adressé une requête à la Cour européenne des droits de l'homme le 24 février 2018 suite aux abus et violations de mes droits en Suède lors du retrait d'un de mes enfants par le service social suédois. Malheureusement, mes droits ont été violés à la Cour européenne des droits de l'homme. Ma requête n'a pas été enrôlée, alors qu'en pareille situation, dans tout tribunal, même dans les républiques dites bananières, lorsque le requérant introduit une requête auprès d'un tribunal, le greffe, après enrôlement de la dite requête, communique le numéro au requérant. Alors, comment cela pouvait en être autrement au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, une juridiction supranationale? C'est pourquoi j'interpelle M. Guido Raimondi à travers cette vidéo de prendre ses responsabilités. Parce que j'ai l'impression qu'il dirige une institution dont il ne maîtrise pas le fonctionnement. Je lui avais adressé 2 courriers. Un courrier le 23 juillet 2018, acheminé par DHL et réceptionné par un agent du nom de ULE. Donc il y a une traçabilité. Je n'ai pas reçu de réponse. Un autre courriel lui a été adressé dans son courriel personnel qui est indiqué sur le site de la Cour. Je n'ai pas reçu de réponse. Parce que, à ma grande surprise, le 5 juillet 2018, j'ai reçu une décision du greffe de la Cour européenne des droits de l'homme annonçant ma requête irrecevable et non signée. Ce document est non signé, c'est bien marqué le greffe. Et donc c'est pour cela que je lui avais adressé le premier courrier le 23 juillet 2018. Je n'ai pas reçu de réponse. Et quand je lui ai envoyé le courriel, le bureau du greffe s'est précipité pour m'envoyer la même décision en copie. Vous voyez, la même décision. Et je ne comprends pas ce jeu de dupes. Nous allons y revenir.
les faits. Comme je l'ai dit précédemment, un de mes fils a été retiré le 25 mai 2012 pendant qu'il vivait chez mon ex-concubine, qui est une Suédoise. J'ai fait cette précision parce que les nombreux rapports accablant les immigrés lors du retrait de leurs enfants sont rédigés sur la base de maltraitance. Mon fils n'a pas été retiré pour un cas de maltraitance. C'était juste des restrictions qui lui avaient été imposées par rapport à l'utilisation abusive de son ordinateur. Face au refus du mineur de respecter ces restrictions, la mère biologique, moi-même et sa tutrice au moment des faits avions décidé qu'il passait les vacances d'été 2012 auprès de sa maman en Côte d'Ivoire pour réapprendre à vivre une vie sociale et non une vie virtuelle. Parce qu'il passait son temps à dormir sur l'ordinateur. Et une fois en Côte d'Ivoire, il verra aussi que ses amis qu'il a laissés au pays, ils n'ont pas la chance d'avoir un seul ordinateur. Par conséquent, ils ne dorment pas sur des ordinateurs. Et donc, le service social de la commune de Tiresseux a profité de ce malentendu pour retirer mon fils, sous prétexte que j'aurais fait entrave à leur procédure. Une de les récriminations, je lis, le père ne voulait pas que les assistants sociaux entrent en contact direct avec la mère biologique de l'enfant résidant en Côte d'Ivoire afin de vérifier les informations au sujet de ce voyage. Cela est une manipulation, puisque ces agents avaient plusieurs mois auparavant les contacts téléphoniques de la mère de mon fils. D'ailleurs, c'est suite à une interview que mon fils a habité chez mon ex. Deuxièmement, lors du retrait de l'enfant, ils ont retiré et confisqué son passeport ivoirien. Chose que ces agents véreux vont nier pendant plus de 4 ans. Malheureusement, ils seront trahis par la décharge signée par l'assistant social Yohan Unelus qui a retiré le document. Mais ils avaient oublié que ce dernier avait signé un document, une décharge, reconnaissance. Une affaire banale comme celle-ci, qu'on aurait pu régler sans difficulté si en face, on avait affaire à des assistants sociaux bien formés et non guidés par un souci d'argent, s'est embrasé pour se transformer à la fin à une vache à lait publique. Des assistants sociaux, des psychologues, des policiers, des enseignants et tous les acteurs impliqués rédigeaient de faux rapports et maintenaient mon fils en captivité pendant qu'il percevait illégalement de l'argent du contribuable suédois. Par la suite, nous avons été trimballés devant les tribunaux comme si l'éducation d'un enfant se trouvait dans les tribunaux. Un avocat commis d'office nous a été accordé. Malheureusement, ce dernier nous a caché une décision nous privant du coup d'exercer notre droit de recours. Et donc, quand nous l'avons interpellé, il s'appelle Peter Milikewicz, voici sa réponse. Lui, son cabinet, c'est Avocat Compagnette, c'est situé à Solentine-Naples. Il dit, la raison pour laquelle vous mettez en doute que je vous ai informé de l'arrêt de la Cour d'appel administrative et que je vous ai donc envoyé la dite décision à l'adresse que vous avez écrite sur le recours. La lettre m'a été retournée. Pour information, je vous réexpédie une copie de la lettre et de l'enveloppe portant le cachet de la poste. Cordialement, Peter Milikewicz. Cet avocat, c'était manipulateur. Je me souviens que j'avais mentionné sur les documents que j'ai changé de domicile à partir du 1er juillet 2013, puisqu'on était en 2013, et que par conséquent d'adresse. Le procès a eu lieu en septembre 2013. La justice suédoise m'a envoyé la convocation à la bonne adresse. Comment se fait-il que Peter Milikewicz, qui est mon avocat, n'ait pas la bonne adresse? En plus, il avait mes coordonnées, numéro de téléphone, email, person number, pour ceux qui vivent en Suède savent de quoi je parle, le numéro personnel.
il fonctionne exactement comme la plaque d'immatriculation d'un véhicule. Si vous commettez une gaffe en ville, avec le numéro de votre plaque d'immatriculation, dans les 48 heures, on vous retrouve. Donc, le péché nous met en 2 minutes sur Internet, on retrouve un individu. Et quand nous avons mis ces faits devant ce monsieur, il n'a pu répondre. Donc, nous avons cerné qu'il était un élément du système. Nous l'avons abandonné et nous avons pris attache avec un avocat privé, M. José Kimenga, à notre charge, que je remercie au passage, puisque c'est lui qui est venu faire un travail professionnel par la suite. Et donc, M. José Kimenga a contacté la justice et le service social de Tiressé afin qu'on lui expédie les dossiers de mon fils. Et notre contact, premier contact physique avec le service social de Tiressé, représenté par 2 assistantes sociales, Eva Sten et Chessine Sanson. C'était le 27 février 2014. Je rappelle que Chessine Sanson était la gestionnaire conseillère du dossier de mon fils. En suédois, on appelle en légaré. Elle a à peu près le même rôle qu'un gestionnaire de compte. Quand vous arrivez dans une banque, que vous avez votre compte là-bas, que vous avez des soucis avec votre compte, on vous oriente vers votre gestionnaire de compte. C'est exactement le même rôle que cette dernière avait. Et donc, je rappelle, quand on retire un enfant, selon la loi 2001, 2.453, c'est cette loi qui régit les services sociaux. Le service social qui a retiré l'enfant doit rédiger, en suédois on appelle un vårdplan. C'est une prise en charge médico-sociale. Ce n'est rien d'autre qu'un document qu'on rédige. On précise l'objectif, le but, l'objectif de placement bien sûr, le but, les moyens mis en œuvre pour accompagner l'enfant dans son éducation, la durée probable du placement, le contact physique entre l'enfant et ses parents, le contact téléphonique, puisque l'enfant ne doit pas être isolé, même un prisonnier a le droit de visite. Et tout cela est rédigé, consigné dans ce document. On explique aux parents biologiques, à l'enfant, et puis tout le monde appose sa signature. Si l'enfant a entre 14 et 15 ans. En dessous de cela, on voit comment l'enfant raisonne, et ça fonctionne de cela de si il doit signer ou pas. Donc, c'est un contrat qui lie le service social, les parents biologiques, l'enfant. C'est un document de référence. Et puis, la loi LVU, c'est l'Organ Omvård av Unga. C'est la loi régissant la garde des enfants et mineurs. C'est la loi 1990 2.52. Cette loi dit la prise en charge médico-sociale qui a été rédigée, cette loi, son article 13 bien sûr, doit être révisée, réexaminée par le service social chaque 6 mois. Voir si la décision qui a motivé le retrait de l'enfant est toujours valable. Si elle n'est plus valable, l'enfant doit retourner dans sa famille biologique. Cette même loi, son article 14, dit que le service social qui a retiré l'enfant doit mettre l'enfant en contact physique avec ses parents 1 fois par semaine dans un des locaux du service social qui a retiré l'enfant. Et en présence des parents biologiques, parents de la famille d'accueil et la conseillère, l'assistante sociale qui est la conseillère du dossier. Et le service social doit mettre l'enfant aussi en contact téléphonique 1 fois par semaine. Maintenant, si le service social estime que la rencontre entre l'enfant et ses parents perturbe l'encadrement de l'enfant, ce service social peut prendre une mesure de restriction. Dans ce cas, cette décision doit être écrite et communiquée aux parents et communiquée à la justice. Si la justice entérine, les parents ont le droit d'exercer leur droit de recours. Maintenant, si cette décision est entérinée, le service social doit réviser cette décision chaque 3 mois. Et c'est le même processus. Si c'est maintenu, il faut informer les parents, ils doivent exercer leur droit de recours, etc., etc. Il y en a beaucoup
Mais là, comme c'est une courte vidéo, donc j'essaie de résumer pour ne pas que la vidéo soit longue. Dans tous les cas, un document sortira très bientôt où je vais en profondeur parce que il y a trop d'abus. Il faut que ça cesse, cela s'arrête. Et c'est les immigrés qui payent le plus lourd tribut. Cette frange de la population ne maîtrise pas cette loi-là. Donc il y a trop d'abus. Donc que vous soyez en Suède ou dans les autres pays d'Europe, ce document vous concerne. Un service social qui ne respecte pas les articles dont je viens de parler est dans le faux. Et ces agents sont des faussaires. Il n'y a rien, il n'y a pas autre qualificatif. Dans le cas de mon fils, je l'ai rencontré que 3 fois pendant 2 ans et demi. La mère biologique résidant en Côte d'Ivoire n'a eu droit à aucun coup de fil. Ces agents véreux faisaient croire à mon fils que le téléphone de sa maman ne marchait pas en Côte d'Ivoire. Donc le 27 février 2014, nous rencontrons le service social. Et M. José Kimenga pose le problème puisque, comme je l'ai dit, la prise en charge médico-sociale n'a pas été rédigée. Et donc, voici le PV de cette rencontre, signé par M. José Kimenga. J'ai lu ce que la conseillère a dit ce jour-là, la gestionnaire de dossier de mon fils. Elle s'appelle Chestine Samstrom. A essentiellement rapporté ce qui suit. Le service social n'a par le passé fait aucun réexamen ni aucune évaluation de la nécessité de prise en charge médico-sociale. Hans grandit et se sent bien dans sa famille d'accueil. Il va en classe au collège en 6e et il est bien encadré au niveau de son travail scolaire. Vous retenez bien cela parce que cette dame va mentir le 24 juin 2014 dans un autre rapport. Et je précise que ce procès verbal a été rédigé en 3 exemplaires. Une copie pour M. José Kimenga, une copie pour les parents biologiques et une copie pour le service social, représenté par Chestine Samstrom et Eva Stern. Et à la réception, aucune des parties n'a contesté ce document. Et ce document que je lis, c'est la version suédoise qui a été traduite par un traducteur assermenté reconnu par la justice suédoise. Et cela à notre charge. Parce que quand vous devez envoyer le document à la Cour européenne des droits de l'homme, ça doit être en français ou en anglais. C'est une des langues utilisées là-bas. Donc je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Vous voyez les stickers du traducteur, ça est là. Donc, je n'ajoute rien. Donc, ayant constaté que mon fils est isolé illégalement, parce que quand vous empêchez un parent de rencontrer son fils, je vous ai dit, cela doit être une décision écrite. Donc, M. José Kimenga adresse un programme de rencontre, vous voyez, le 11 mars 2014, que le service social de Tiressé doit valider. Rencontre physique entre l'enfant et ses parents biologiques. Le service social ne répond pas. Et le 8 avril 2014, on négocie un autre rendez-vous. Cette fois-ci, M. José Kimenga propose 2 dates au service social et doivent absolument valider une date. Le 30 avril 2014 et le 1er mai 2014. À une semaine de la date, 22 avril 2014, vous voyez là, 22 avril, c'est là. Ces 2 dames, Chestine Samstrom et Eva Stern, envoient une lettre à M. José Kimenga. Je lis, et les signatures en bas. Voilà. Selon notre accord du 8 avril 2014, nous devions vous répondre en qualité d'agent de la section de la protection familiale. Concernant votre proposition de rencontre qui devait avoir lieu autour du week-end du 1er mai 2014, après consultation de la psychologue Caroline S. Mann, BUP, c'est-à-dire psychiatrie de l'enfance et de l'adolescent, de Soletalier, il ressort que Hans souffre, mon fils s'appelle Hans, il souffre de TSPT, trouble de stress post-traumatique. Pour que Hans puisse profiter de son traitement, il a besoin de tranquillité et de stabilité dans sa famille d'accueil. Il souffre d'un traumatisme.
liées à des expériences qui sont survenues par le passé. Une partie de ces expériences font qu'il perçoit son père comme étant une personne menaçante et indigne de confiance. En un mot, je ne peux pas rencontrer mon fils. Donc, Maître José Kimenga leur demande d'apporter le rapport, d'expédier le rapport, parce que là, c'est un compte rendu. Et du 22 avril, c'est le 27 mai que le rapport arrive. Un mois. Juste le temps de piller les caisses de l'État. Et le rapport arrive, on constate que ce rapport a été rédigé le 28 avril. La date est là. Mais ils ont attendu un mois pour communiquer comme léger. 2 paragraphes suffisent pour détruire ce rapport. Un mais antécédent. Ces informations, c'est-à-dire les informations qui sont dans ce rapport, se fondent sur la description fournie par les parents de la famille d'accueil. Ah, qui des parents biologiques et des parents de la famille d'accueil sont habilités à donner des informations fiables concernant leur fils? Elle-même va venir se contredire. Elle met données anamnestiques, c'est-à-dire les données du passé. Il faut se servir du passé pour construire le futur. Les personnes ayant côtoyé Hans durant son enfance et son adolescence n'étant pas accessibles, il n'est pas possible de réaliser une anamnèse en bonne et due forme. Qui a empêché Caroline Esman de joindre les parents? Puisque nous avons encore nos coordonnées au service social de Tiresu. Mieux, notre avocat, M. José Kimenga, a ses coordonnées au service social de Tiresu. Donc, M. José Kimenga fait une première proposition comme E4 et que lui et mon fils aîné iraient voir l'autre qui est placé. Là encore, il fallait attendre 2 mois. C'est la ruse, la manipulation. Et je me souviens, quand mon fils a été retiré, je l'ai rencontré pour la première fois le 11 décembre 2012. Et comme il était isolé, sans base légale, j'ai exigé du service social de Tiresu qu'un bilan complet soit fait en tenant compte de son état psychologique. Et voilà, voici le rapport que Chelsea m'a envoyé. Vous voyez la date du 9 décembre 2012. Et son nom est en bas. Et elle dit: bonjour, j'ai maintenant parlé avec Eva Sten, ma supérieure hiérarchique. Le rapport médical que j'ai expédié est tout ce que nous pouvons vous communiquer. Elle parle du bilan de santé qui a été réalisé lorsque mon fils est rentré dans la famille d'accueil. Un prisonnier, même avant de regagner une cellule, on lui fait un bilan de santé. C'est ce bilan qui a été fait. Et ce bilan a été réalisé par Dr Marianne Lundblad. Et sa conclusion, rien d'anormal qui a été signalé. C'est-à-dire, sur le plan psychique, sur le plan physique, mon fils se portait bien. Donc, elle-même le dit ici. Donc, pour votre information, je peux vous dire que Hans mange très bien et qu'il n'a pas mal grandi depuis l'été passé. C'est-à-dire les vacances d'été 2012. Nous suivons la santé de Hans en collaboration avec la médecine scolaire et les centres municipaux de santé. Alors, pourquoi venir accuser les parents 2 ans après? Nous saurons la vérité. Tout cela, c'est un mensonge. Et M. José Kimenga ne s'arrête pas là encore. Il demande au service social de reprendre l'enquête psychologique en respectant l'article 13 A, point 4 de la loi régissant la garde des enfants et mineurs, LVU, qui dit que tout ce qui concerne la vie de l'enfant, il faut le faire de concert avec les parents, il faut le consulter. Quel est le service social au XXIe siècle qui envoie un enfant faire une enquête psychologique sans les parents biologiques? Alors, si l'enfant doit consommer des médicaments, quels sont les effets secondaires? Les parents n'ont pas droit à cette information. Il y a eu trop d'abus en Suède. Des enfants ont avalé des médicaments aujourd'hui, les effets secondaires juste sur ces enfants. Quel est le service social si prompt à aller retirer les enfants et oublie lui-même ses propres obligations? Ses obligations, c'est de suivre la loi. Quand on utilise la loi LVU pour récupérer un enfant, mais la loi LVU, il y a des articles.
un service social qui ne suit pas cela est dans le faux. Donc, mais José Kimega leur demande de reprendre tout simplement le rapport. Et comme je lis un peu le dernier paragraphe, il parle des parents, il constate, pas des parents, le défaut d'explication sur les situations difficiles qu'aurait traversé en squadio. Situation justifiant le diagnostic d'état post-traumatique. Ils sont plutôt favorables à une étude plus approfondie des causes et des mesures de traitement susceptibles d'être pour le bien dans ce squadio. Et comme ces agents insistaient, j'ai appelé l'enfant parce que c'était la veille de son anniversaire. Et là, Maître José Kimega a exigé que l'article 14 soit activé, c'est-à-dire la rencontre physique. Donc, ils m'ont permis de l'appeler, donc j'ai glissé la question. On va écouter l'enfant lui-même. Din papa. Oh, hey. Hey, leget. Yeah, bro. Okay. Bro, tak. School on, week there? Nigga, bro. Bro. Okay, we can teach tout à l'heure. You don't know nothing. Ton double, c'est les aujourd'hui, vous avez 4 nu. Let the do some. Aha. You long tutor, eh? I'm not the variety man. Oui. Ok, din Elsan, mo du bro. Ah, there. Tadi boleh din Beani. Behind Aha. Di school go point Beani. I'm going to say. Ok. Maintenant, vi kommer på lördag, det tror jag hela familjen. Come you also? Ja. Ah, it's to come back. Ok. Là, comme je l'ai dit, je l'ai appelé. On a échangé les civilités. Bonjour, bonjour. J'ai dit comment tout allait à l'école. Il m'a dit tout allait bien. Comment il s'est rendu à l'école. Il prenait le bus. Mais une fois il ratait le bus, il fallait attendre 1 heure de temps. Ça a même joué sur lui, la dépigmentation tout autour de la bouche. Parce que l'année, il a fait vraiment froid, moins 18 par là. Et donc, je lui pose la question, et ta santé? Il dit, il se sent bien. Je lui dis, mais tu devais suivre un traitement, d'abord éthique. Il dit, Béani. Il dit oui. Il dit non, 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 non. Je ne suis pas le traitement. Donc, je lui ai annoncé que on irait là-bas le samedi, toute la famille. Donc, il a demandé si je viendrais aussi. Il dit oui. Il dit, ah, je pensais que tu n'avais pas arrivé. Donc, l'enfant ne se reconnaît pas dedans. C'était un gros mensonge. Donc, quand M. José Kimega a demandé de reprendre l'enquête, un mois après, ces agents véreux viennent et nous disent que l'enfant est guéri. Un traitement qui devait s'étendre sur 9 mois. Donc, on leur demande de nous apporter le journal voilà, de traitement de l'enfant. Le journal n'est jamais venu. Ayant constaté que le retrait de l'enfant n'a pas de sens. Parce qu'au moment même où on retirait l'enfant, il n'y avait pas de voyage programmé. Et donc, M. José Kimega demande au service social de Tiresseux d'annuler la décision de retrait de mon fils. Comme je l'ai dit, pas de sens. Et donc, la date du 24 juin 2014 était la date arrêtée pour la délibération. Donc, en prélude de cette date, 3 séances de travail ont eu lieu avec 2 autres assistantes sociales. Regina Bemvik, celle qui a rédigé le rapport, il m'a accusé et elle va récidiver dans le mensonge. Et puis sa collègue qui s'appelle Jessica Sant. Donc, le 5 mai 2014, le 13 mai 2014 et le 10 juin 2014, nous sommes rencontrés pour finaliser, parce que quand l'enfant doit revenir dans la famille biologique, il y a une prise en charge médico-sociale qui doit être rédigée pour dire que tout s'est bien passé. Donc, la date du 10 juin 2014, on devait finaliser ce document et tout le monde devait signer. La mère étant en Côte d'Ivoire, elle a fait son interview au téléphone. Mais connaissant le sens aiguisé dans le mensonge et la manipulation de ces dames, j'ai exigé que Maître José Kimega soit là pendant les 3 séances.
Et par la suite, vous verrez que je n'avais pas tort. Le 24 juin 2014, ces deux dames, Regina Benwick et Jessica Sand, vont aller nous accuser pour dire que après la séance, les séances de travail, le 10 juin 2014, la prise en charge médico-sociale qui a été proposée, nous, parents biologiques, aurions refusé de signer cela. Quel mensonge. Quelle est la moralité? Où est passée l'éthique et la morale? Donc, Maître José Kimenga, qui a été témoin oculaire, a répliqué pour dire que ce n'est pas vrai. Malgré ces incohérences et ces incongruités, le conseil municipal va valider du maintien de mon fils dans la famille d'accueil. Et c'est après la délibération que je cite Regina Benwick. Vous voyez le fax 25 juin 2014, qu'elle a envoyé un fax à M. Regina Benwick, envoie à M. José Kimenga. Et dans le fax, on se rend compte que le fax a été rédigé le 24 juin 2014, c'est-à-dire après la délibération. Et elle dit: bonjour, un nouveau programme de prise en charge médico-sociale rédigé le 18 juin 2014, conformément à l'article 1er du chapitre 11 de la loi relative aux services sociaux concernant Hans Quadio, par erreur ne vous a pas été communiqué. Entre par erreur et dire que les parents ont refusé de signer la prise en charge médico-sociale, il y a un grand fossé. Jugez-en vous-même la moralité de cette dame. Elle qui avait le numéro de téléphone de la maman m'a accusé que j'aurais fait entrave à la procédure. Et là, en présence d'un juriste, elle a le culot de venir mentir. Et elle précise que le document, la prise en charge a été rédigée le 18 juin 2014. Alors que nous, notre dernière séance, c'était le 10 juin 2014. Donc, à quel moment elle comptait soumettre ce document à l'appréciation des parents biologiques? Et plus grave, les deux dames que nous avons rencontrées le 27 février 2014, dans un autre rapport, puisqu'elles n'ont rien fait, elles n'ont pas suivi la loi LVI. Donc, mesurant les conséquences juridiques d'une telle action, elles vont mentir dans un autre rapport qu'elles ont fait 3 évaluations. Mais diantre, pourquoi ces évaluations n'ont pas été communiquées aux parents biologiques conformément à l'article 13, alinéa A.4 de la loi régissant la garde des enfants et mineurs, qui dit que tout ce qui a trait à la vie de l'enfant doit être communiqué aux parents. Et pourquoi cela n'a pas été communiqué à l'avocat M. José Kimenga le 27 février 2014, en présence d'un juriste? Voilà, un service social qui est basé sur le mensonge, la ruse, la manipulation, la fourberie. Parce que le retrait d'un enfant, ça coûte beaucoup d'argent. Le retrait de mon fils a coûté au bas mot 2 millions de couronnes aux contribuables suédois, dont 500 000 couronnes dans les faux procès, des foires aux mensonges, où des agents véreux produisent de faux rapports, viennent encaisser illégalement de l'argent. Sans compter ce que nous, parents biologiques, avons mis dans ce dossier. 2 millions de couronnes, c'est au bas mot, ça fait 200 000 euros. 130 millions de francs CFA. Donc, imaginez-vous, entre 26 000 et 30 000 enfants qui sont retirés par année. Et ceci conforte la position des 4 chercheurs suédois qui ont fait une déclaration et DN avait publié. Le 9 avril 2013, DN affirme ceci. Au cours d'un débat, 4 chercheurs suédois ont pointé du doigt la corruption municipale et déclaré que cela doit être pris au sérieux. L'une de leurs propositions est de tirer au sort un certain nombre de communes qui feront l'objet d'un contrôle, d'un examen effectué par des personnes sans lien aucun avec la commune en question. Et le comportement du conseil municipal de Tiresse conforte la position de ces chercheurs. Un conseil municipal sérieux aurait dû interroger ces dames. Et DN, dans une autre publication le 21 novembre 2013, affirme ceci: forte augmentation du nombre d'enfants en attente d'un foyer d'accueil.
Jusqu'ici, cette année, par l'année 2013, le nombre d'enfants en foyer d'accueil a augmenté de 40% par rapport à l'ensemble de l'année passée, par rapport à l'ensemble de l'année 2012. Mon fils a été retiré en 2012. DN affirme qu'il s'agit de millions de couronnes facturées, mais les vérifications pour savoir comment cet argent est utilisé sont déficientes, puisque les familles d'accueil ne sont pas suffisamment contrôlées. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait la guerre. La preuve, mon fils jouait au ballon, c'est mon fils qui est là, et quand ils l'ont retiré, ils ont tout supprimé. Et quand je commençais à exiger que l'enfant doit avoir une activité, il l'a emmené faire une colonie de vacances quelque part, une semaine, 30 000 couronnes facturées, 3 000 euros, 2 millions de francs CFA. Alors que ce qui est utile même pour l'enfant, ils ne font pas. La réforme scolaire du 1er juillet 1977 dit que tout enfant qui a une autre langue maternelle que le suédois doit suivre des cours de langue pour maîtriser sa langue. Et mon fils suivait cette langue depuis son arrivée en Suède, la langue française. Donc les communes perçoivent de l'argent de l'État pour l'organisation de ces langues-là. La commune de Tiresen, oui, c'est la commune de Tiresen qui l'a placé dans la commune de... Sur le talier, ils ont supprimé tout cela. Et beaucoup d'enfants qui sont retirés, qui parlaient leur langue maternelle, dès qu'ils sont retirés, tout cela est supprimé. Où est l'intérêt de l'enfant dans cette affaire? Alors qu'on a déboursé plusieurs millions au compte de cet enfant. Mais lui-même, il disparaît dans la répartition. À la justice encore, nous avons été déboutés parce que rien de bon là-bas. Je vous ai dit, c'est juste Suédois qui sont dans ce système pratique ce que j'appelle la ségrégation du droit. C'est-à-dire que le droit est dit selon la tête du client, la classe sociale, sa couleur de peau, sa religion, etc., etc. Et malgré cela, M. José Kimenga ne baisse pas les bras. Il exige que l'article 14 soit toujours appliqué. Et là, comme ce service social n'avait plus rien à dire, ils disent que l'enfant est guéri, mais il se sent bien dans la famille d'accueil qu'il ne veut pas ver. Donc, ils vont aller s'appuyer sur la directrice de l'école que fréquentait mon fils. Cette école, c'est Brussingen School, à Sorotalier, le nom de l'établissement est quelque part là. C'est là, en haut. Et la directrice, elle s'appelle Eva Mired Carlson. Elle va le signer, faire un faux rapport avec les parents de la famille d'accueil. Dire que l'enfant est très bien encadré, a besoin d'un matériel d'aide pédagogique tel qu'un ordinateur à synthèse vocale, d'enregistrement de tests lus et de comptes rendus oraux, etc., etc. Donc là, il faut qu'il soit là-bas parce que là, il est bien encadré par une équipe, parce que c'est les techniques de vol. D'abord, quand on déclare qu'un enfant est malade, il faut du personnel autour de lui, donc ça coûte beaucoup d'argent. Et ce rapport devrait être réévalué. Ils ont fait ce rapport le 29 octobre 2014. Ce rapport devait être réévalué le 18 décembre 2014. Voilà. Mais ça n'a jamais été réévalué. Et quand j'ai demandé à mon fils, puisque par rapport à l'article 14, il nous a rendu visite pour la première fois le 17 janvier 2015, quand j'habitais à Flers. Et quand il est arrivé qu'on lui a présenté tous ces documents, la femme était sidérée. Il ne se reconnaissait pas dedans. Un tel ordinateur n'a jamais utilisé. Il utilise les ordinateurs ordinaires comme les autres. Les propos qu'on lui prêtait, tout quand lui-même l'a vu, il était sidéré. Et c'est ainsi qu'il est resté. Et il nous a dit, c'est par la ruse que ces assistants sociaux l'ont convaincu à les suivre dans la famille d'accueil. Quand ils sont arrivés, il y avait Eva Sten, Regina Bemvix qui a rédigé le rapport du retrait, m'accusant,
Chelsea Sandstrom en l'air garé, celle qui conseillait, voilà, qui a menti, qu'elle a fait 3 évaluations, on dit à l'enfant que compte tenu des problèmes à la maison, il faut déménager pour une semaine, le temps qu'il y ait de la calmie, à Calmini, alors qu'il n'y avait pas de problème à la maison. Il suffisait d'accompagner les parents dans l'éducation et l'encadrement de cet enfant. Puisque le retrait d'un enfant, c'est la dernière solution. C'est quand on a tout essayé et que rien ne va pour qu'on retire l'enfant. Donc, il reviendrait une semaine après. Et quand l'enfant est arrivé là-bas, une semaine après, l'enfant demande à revenir. On lui dit qu'il est sous décision judiciaire et que son avis ne comptait plus. Il faut une décision de la justice pour qu'il regagne la famille biologique. S'il s'entêtait à le faire seul, il serait ramené de force par la police. C'est de cette façon qu'ils ont pu neutraliser mon fils et le maintenir en captivité pendant qu'il pillait tranquillement les caisses de l'État suédois. Nous avons engagé une procédure contre le service social de Tyresö pour faux et usage de faux. En un mot, assignation en dommages intérêts. Et là, comme nous étions épuisés financièrement, c'est moi-même qui ai rédigé la requête. Et puis, connaissant déjà l'esprit de ce juge véreux, nous savions que rien de bon ne sortirait de ce procès. Et le service social, pendant la première confrontation, d'abord quand ils ont reçu la requête, ils ont commencé à contester certains documents. Et là, je parle sur le contrôle de juriste. Dans un procès civil, quand la défense conteste certains documents, il y a une première confrontation afin de nous accorder sur le document à utiliser. Et puis après, le rapporteur rédige un protocole. Et pendant cette confrontation, le service social a toujours nié avoir retiré le passeport de mon fils. Parce qu'ils savent, il fallait maintenir cette thèse-là. Si vous retirez le passeport de l'enfant, le retrait de l'enfant n'a plus de sens. Et d'ailleurs, le retrait même du passeport, c'est un abus. Parce qu'il fallait une décision de justice pour retirer le passeport de l'enfant. Donc, mesurons les conséquences juridiques de cette action. Ils sont obligés de rester sur cette thèse-là, le mensonge, pour dire qu'ils n'ont jamais pris le passeport. Donc, vous voyez, la confrontation a eu lieu le 13 septembre 2016. Je lis, la commission des affaires sociales n'a pas le passeport ivoirien en sa possession et ne peut par conséquent pas le restituer à Bertin Kouadio et Pauline Amoukona, c'est-à-dire ne peut pas le restituer aux parents biologiques. Et quand j'ai reçu le protocole, j'ai introduit la preuve écrite. En ce moment-là, le service social répond, dit oui, nous avons le passeport, nous reconnaissons avoir retiré le passeport. Mais ils vont continuer dans la diversion. L'agent ayant une liste qui a retiré le passeport ne travaille plus au service social. Par conséquent, ce document, il ne l'a remis à aucun de ses collègues quand il mettait fin à ses fonctions. C'était un mensonge. Vous voyez, 2 années et demie de mensonge. C'est moi qui ai fait la revue. Quelque part, Chelsea Sanson, en l'égard la conseillère du dossier de mon fils, a mentionné quelque part qu'elle a le passeport. Mais elle est passée en tant que témoin. Eva Sten est passée en tant que témoin. Jessica Sand est passée en tant que témoin. Regina Benvic, c'est qui a envoyé le fax en dernière position et puis rédigé le rapport. Elle a désisté au dernier moment. Et puis il y avait un autre, Andrea Johansson, et puis je crois André Monica. Tous ces témoins ont dit devant le juge qu'ils n'ont jamais vu le passeport ivoirien de mon fils de leur propre yeux. Alors qu'ils ont le passeport. Et vous voyez, la date d'enregistrement dans leur système de documentation est là. C'est le 31 mai 2013 à 12h37. Vous voyez là, le nom de Chesney là. Et qu'elle a enregistré le document. Pourtant, elle dit qu'elle n'a jamais vu ce document. Alors, voilà des gens comme ça qui nous font la guerre. Jugez en vous-même la moralité de tous ces assistants sociaux. Je lis. Quand nous sommes revenus de notre promenade, nous nous sommes assis
avec Anki et Ove. Puis nous avons parlé de l'évolution de la situation. J'ai montré le passeport que je détenais à ma possession. C'était un passeport de la Côte d'Ivoire annulé et oblitéré. J'ai donné pour mission à Anki d'entamer des démarches pour l'établissement d'un nouveau passeport. Mais dans un procès, quand un témoin vient, parce que d'abord, avant de passer en tant que témoin, vous prêtez serment. Vous dites, dans n'importe quel tribunal, même dans la République bananière, vous dites, vous répétez après le juge, je jure, et que tout ce que je dois dire, je ne vais rien ajouter, rien retrancher. Et si je fais le contraire, que je subisse la rigueur de la loi, tout témoin le fait. Donc, dans ce circonstance a été prise en flagrant délit de mensonge. Elle tombe sous le coup du code pénal suédois 1962 2.700. Article 15, à son article 15, paragraphe 2, relatif au parjure, fausse accusation et autres fausses déclarations. L'article dit, quiconque dans le cadre d'une audition effectuée sous serment pendant un procès remet de fausses informations ou telle la vérité sera condamné pour fausse déposition à une peine d'emprisonnement maximum de 2 ans. Ou si le délit est qualifié de mineur, à une amende ou à une peine d'emprisonnement maximum de 6 mois. Mais nous allons déchanter. Au contraire, le juge Max Olin du tribunal de première instance de Naka va accorder une prime à Chelsea Sanson parce qu'elle va laisser une facture de 4000 couronnes, 400 euros, plus de 250 000 CFA pour sa demi-journée perdue pour venir témoigner. Et nous serons condamnés à une amende de 129 000 couronnes, 12 500 euros, plus de 8 millions de francs CFA à verser au service social de Tiresseux pour, dit-on, les frais d'honoraires de leur avocat Christian Ambot. C'est ça, la parodie de justice. C'est ça, les simulacres de procès. Et ça, c'est courant en Suède. Parce que dans le cadre de nos activités, j'ai rencontré une compatriote qui a été condamnée abusivement à 164 000 couronnes. Vous voyez, dans le cadre de nos activités protectrices, vous voyez sur l'écran, j'ai écrit au service social de Lyon, j'ai exigé qu'à la réception, on mette le cachet pour ne pas qu'ils discutent demain. On retire les enfants de la dame, 2 enfants. Et souvent, on descend dans la famille, on prend du coup 4 enfants. Et on empêche la dame de rencontrer ses enfants sans base légale. Il n'y a pas de décision écrite. Et la dame exige ses droits. On organise un faux procès contre elle. On la condamne à 164 000 couronnes. Plus de 16 000 euros. Plus de 10 millions de francs CFA. Et on coupe tout à la dame. Elle n'a rien pour vivre. Et donc j'écris à ce service social-là pour qu'il y ait quand même une rencontre afin de essayer de voir comment on doit aider la dame. Puisque nous sommes une jeune organisation, nous n'avons pas assez de moyens. Elle n'a pas voulu répondre. Mais que tous ces agents véreux, que tous ces juges qui sont dans les tribunaux, qui sont dans ce système-là, ce n'est pas tous les juges suédois, mais ces juges qui sont dans ce système-là, c'est fini. Nous allons vous dénoncer. Il ne sera rien de condamner quelqu'un sans base légale. L'histoire va rétablir la vérité. Et c'est cette vérité que nous sommes en train de rétablir. Nous allons vous exposer un à un. Tout ce qui se bâtit dans du sable mouvant ne peut pas résister à la tempête. Nous allons parcourir un peu comment le juge Massolé justifie sa décision. D'abord sur le passeport. Il dit, il ressort d'un acte daté du 30 avril 2015 qui a été signé par Bertrand Quagues avec moi et Eva Stern, que cette dernière a conjointement avec Chelsea Sandstrom, en qualité de représentant de la section familiale, confié le passeport et le portefeuille de Hans Quadio à Bertrand Quadio. Les demandeurs n'ont même pas allégué et à plus forte raison, n'ont pas prouvé que les représentants de la commission des affaires sociales aient eu en leur possession un quelconque autre passeport au nom de Hans Quadio. L'action en justice relative au passeport de Hans Quadio doit par conséquent être rejetée. Vous allez juger vous-même. Je ne vais pas faire de commentaire de la moralité de ce juge. Voici
les affaires de mon fils. Ce jour-là, j'ai pris cette photo dans les locaux du service social. Ça, c'est un passeport suédois. Ça, c'est un portefeuille, le portefeuille dont il parle. Et ce jour-là, j'ai exigé une décharge parce que ces dames voulaient ruser. Donc, quand elles voulaient ruser, elles ont fait voilà. Elles ont mis le numéro personnel de l'enfant comme numéro de passeport. Parce qu'elles sont douées dans le maçon et la manipulation. Ici, quand vous voyez, ça c'est un passeport suédois. Le numéro là, 99 11 27. Et c'est ce numéro qui est ici. 99 11 27. Ça c'est le numéro personnel de mon fils, le personnel numéro. J'ai effacé les 4 derniers chiffres parce que c'est un peu délicat. Donc là, c'est un passeport suédois. La Côte d'Ivoire n'a pas de système d'identification dans son système d'identification de personnes humaines dans son administration. Par conséquent, c'est un passeport ivoirien, suédois. Mais il dit autre chose. Et ce passeport, il est établi en toute illégalité. Et c'est après qu'il m'a envoyé ce rapport en lettre recommandée, m'accusant que j'aurais fait entrave à la procédure, que j'ai refusé les formulaires qu'il m'a envoyés. J'ai refusé de signer les formulaires devant servir à l'établissement de ce passeport-là. C'est un mensonge. Quand j'ai demandé à la police par quel canal ils m'ont contacté, non plus justifié. Il y avait mon mail, on pouvait scanner les documents, on pouvait l'envoyer en lettre recommandée comme ils l'ont fait, avec accusé de réception. Et à l'époque, j'habitais à Flène, je pouvais passer à la police de Flène signer les formulaires. Ils savent très bien que la loi régissant l'établissement des passeports à un mineur exige que les parents biologiques, les deux parents, apposent leur signature. Donc ils savent ce qu'ils disent, ça ne tient pas. La mère était en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait le passeport de mon fils aîné, j'ai rempli ma part, scanné à la maman. Elle a rempli sa part, faxé à la police du Solentino. C'est vérifiable, ça est là. Donc celui qui a signé là, ce document, il s'appelle Patrick Ungsate, district de la police de Solentino. C'est un manipulateur. Des agents assermentés pour dire les droits et protéger les citoyens vulnérables. C'est eux-mêmes qui sont à la base du faux. C'est grave. Il faut que l'État suédois prenne ses responsabilités. C'est le lieu de faire sa mue afin d'extirper tous ces agents véreux dans son administration. Et le juge ne va pas s'arrêter là. Dans sa décision, il dira que tout s'est bien passé. Il dira que Jessica Sand, l'ancienne assistante sociale, et Eva Sten, ancienne chef de service, ont été écoutées en qualité de témoins. Jessica Sand a déclaré qu'un programme de prise en charge médico-sociale avait été établi et Eva Sten a déclaré que le dossier de Hans Quavier avait été traité de manière correcte. Vous-même, j'ai démontré par A plus B ces violations. Plus grave, il a supprimé l'audition des témoins des parents. Alors que le procès a été enregistré, enregistrement vidéo, disponible encore au tribunal de Naka. L'enfant lui-même, en ce qui a été retiré, acteur principal, il est passé en tant que témoin. Son fils, son frère aîné qu'il a rencontré pour la première fois, quand on m'a empêché de le rencontrer, il est passé en tant que témoin. Mais José Kibenga, qui a été avocat et témoin oculaire de certains faits, passé en tant que témoin. Mais ce n'était pas bon à attendre, il a tout supprimé. Alors que selon la Convention européenne des droits de l'homme, son article 6.1 parle de procès, droit à un procès juste et équitable. Et là. Donc c'est au vu de ces violations que nous avons saisi la Cour européenne des droits de l'homme le 24 février 2018. Là-bas encore, nos droits ont été violés puisque notre requête n'a pas été enregistrée. Et donc, la décision reçue, on lui dit que c'est le juge Siefra Oler qui aurait pris cette décision. Mais si c'est une signature scannée dont je doute. Maintenant, si c'est elle qui a, si c'est ce juge-là qui a pris cette décision, il y a de quoi désespérer de la Cour européenne des droits de l'homme. On nous dit, d'abord la décision est communiquée en anglais, ce qui est une violation.
On dit on communique la décision au requérant dans la langue que le requérant maîtrise. Ma requête a été déposée en français. Donc, la décision devait être communiquée en français. Tout cela, j'ai expliqué dans mon courrier, mais on ne reprend pas. Et on dit la Cour a siégé le 28 juin en formation de juge unique. Mais ici, on ne voit pas le nom des rapporteurs, parce que selon l'article 24, paragraphe 2 que même ils évoquent, selon cet article, lorsque la Cour siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs. C'est au pluriel. Donc, minimum 2. Mais ici, il n'y a pas le nom de rapporteur. Donc, c'est toutes ces questions que j'ai soulevées dans le courrier que j'ai envoyé au président. Parce que dans les petits tribunaux, quand un juge siège en formation de juge unique, il est représenté par un rapporteur. Le procès que, d'après Max Orly, que nous aurions perdu, le juge, c'était Max Orly. Le rapporteur, c'est Henriette Fornas Mination. Alors, comment cela pouvait en être autrement à la Cour européenne des droits de l'homme? Et dans le même laps de temps, j'ai un ami qui saisit la Cour européenne des droits de l'homme dans une autre affaire. Lui, au moins, il a eu la chance, vous voyez, le 4 juillet 2018, la date est là. Le greffier en chef, parce que le courrier est signé, il ne m'a pas autorisé à publier, c'est pour ça que je ne le montre pas, a répondu en communiquant le numéro de la requête à mon ami, avec des stickers à code barre autocollants. Mais il sera surpris parce que le 21 décembre 2018, il reçoit une décision complètement truquée. Ici, vous voyez, il n'y a pas de date d'expédition, on ne voit pas le bureau de la poste qui a expédié. Et plus grave, on voit ici poste nous. Ça, c'est le signe de la poste suédoise. Vous voyez, il a tout écrit sur le courrier. Et ce courrier, c'est un courrier qui a été fabriqué ici, avec une fausse enveloppe, une vieille enveloppe qu'ils avaient ici. Et leur complice a dû balancer la fausse décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais avec les codes barres rouges qui sont là, la poste française doit savoir quand ça a été expédié. Lui aussi, il a saisi le président de la Cour européenne des droits de l'homme, son email personnel, mais n'a pas répondu. Et quand j'ai saisi pour la seconde fois le président de la Cour par son courriel, on m'a envoyé la réponse. Vous voyez, le 16 janvier 2019. J'ai envoyé le courrier le 7 janvier 2019. Le 16, on me répond. Là, vous voyez, tout est bien. On voit tout. Et ils viennent et mettent l'insigne de la poste suédoise, poste Nord ici. Juste pour tenter de détruire la thèse de mon ami, parce que dans son courrier, il a mentionné qu'un courrier qui vient de l'extérieur, il n'y a pas de poste Nord. Donc, le réseau qui est là-bas se précipite, m'envoie la copie de la même décision que je conteste, puisque la décision, je l'ai annexée. Pourquoi on peut m'envoyer la même décision? Donc, je conclus que le secrétariat du président de la Cour est dans le faux coup avec le bureau du greffe. Mais le bureau du greffe, il y a beaucoup de fonctionnaires là-bas. Parce que le courrier personnel du président de la Cour, et ça c'est dans toute institution, ce n'est pas lui qui gère ses courriers, ce sont ses secrétaires. Et donc, le secrétariat a alerté le bureau du greffe de dire voilà qu'ils ont saisi directement le président ici. C'est pour cela que j'interpelle le président à travers cette vidéo, le président Guido Raimondi de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut qu'une enquête sérieuse soit ouverte. Il faut que nous soyons rétablis dans nos droits. Nos droits ont été violés à la Cour européenne des droits de l'homme et cela est inacceptable. Ces fonctionnaires qui sont là-bas sont payés par le contribuable. Les contribuables des différents pays membres. Ça veut dire l'argent, les impôts que nous payons ici, c'est avec cet argent qu'on paye ces fonctionnaires-là. Donc il faut un minimum de respect. À la création, on nous aurait dit que cette cour serait transparente, juste et équitable. Alors, si elle se transforme en bourreau des citoyens les plus faibles, il faut qu'on la ferme.